Donc Olivier, est-ce que tu peux nous présenter le lieu, le Mas de Braux, et un petit peu ses caractéristiques pour commencer? Alors le Mas de Braux, c'est un mas, c'est-à-dire un ensemble de petites fermes qui résultent du partage d'une métairie du XVIIIe siècle. Et au XIXe, elle a été divisée en petites parcelles de 6 à 10 hectares qui se sont regroupées, redivisées selon les mariages, les héritages, etc. Et nous louons une de ces petites maisons, petite ferme, qui fait 10 hectares et demi et qui n'a pas été cultivée depuis 35 ans, donc il y a beaucoup de choses à défricher, de bâtiments à refaire, avec un gros avantage, c'est que la terre n'est pas polluée. Il n'y a aucun pesticide, aucun engrais. Et ça, de nos jours, ça devient une denrée rare. Autre inconvénient, il n'y a pas d'eau. Du coup, on ne peut pas arroser. Même à la maison, il n'y a pas de puits. Il y avait un puits commun au Mas. Mais la maison vit sur des citernes. Il y a 2 citernes de 50 mètres cubes à peu près. Mais ce n'est pas suffisant pour irriguer. Et chaque ferme est équipée, si on peut dire, d'un jardin, d'une vigne, d'une terre dans la vallée, et de terre sur les plateaux, et de bois aussi. Donc chaque ferme a ses différents lots. Et donc nous c'est pareil, on a des parcelles de destination, d'affectation différentes, en souvenir de ça, quoi. Ici, actuellement, nous sommes donc, sur le Cos, donc en hauteur, autour directement du Mas. Et donc c'est une terre qui ne retient pas du tout l'eau. Et qui est Alors le Cos, c'est une structure géologique particulière qu'on retrouve dans tout le sud de l'Europe, qui est un plateau calcaire qui a été remué par des montagnes qui ont émergé, comme le Massif central par exemple. Et quand le Massif central a émergé, ou les Alpes, ça peut être les Alpes aussi, les plateaux ont été bouleversés. Donc ils ont des formes assez bizarres. Et ce plateau est sillonné par des cours d'eau qui forment des vallées très profondes, comme la vallée du Tarn, la vallée de l'Aveyron, la vallée du Lot, la vallée de la Dordogne. Et puis entre ces grands sillons, il y a d'autres petits sillons qu'on appelle avec des vallées occupées par un ruisseau intermittent. Et il y a aussi quelques vallées sèches, toujours sèches. Donc le plateau comme ça est divisé, ce qui limite beaucoup la circulation, parce que dès qu'on va aller d'un point à un autre, il faut descendre profond, remonter très profond. Alors le plateau, il fait à peu près 2 km d'épaisseur. Donc c'est quand même très important. Et comme il est calcaire, ce calcaire qui a été remué, il est fissuré de partout. Et l'eau de pluie, qui est assez abondante, il y a 800 mm par an, s'enfonce directement dans le sol. Il y a des rivières souterraines qui circulent, qui dissolvent la roche, ça fait des grottes. Il y a des résurgences, et ces résurgences vont dans les rivières. Du coup, quand on veut cultiver le plateau, on se retrouve avec des pluies correctes, mais l'eau s'infiltre et on a beaucoup de mal à la retenir. Alors, autre difficulté, c'est que cette roche, elle est relativement soluble. Mais tout ce qui est solubilisé, les argiles, les sables, descendent aussi dans les fissures ou s'accumulent dans les endroits creux. Et au résultat, au final, on a une espèce de coteau avec une terre qui a une profondeur de 5 à 20 cm maximum. Alors elle est composée d'argile, c'est une argile qui est riche en fer, qui s'oxyde, qui est très légère, très friable, facile à cultiver. Ce qui fait qu'elle est cultivée depuis très longtemps. Anciennement, jusqu'au XVIe siècle, c'était des terres à blé, ce qu'on appelait du blé. C'est-à-dire de l'orge, de l'avoine, un petit peu de seigle. Les gens mangeaient au Moyen-Âge, ici, ils mangeaient un pain d'orge avoine. Et ils cultivaient beaucoup de légumineuses, des vesses, des gesses, des pois chiches, qui vont bien dans ces terrains. Mais sorti de là, c'est vrai que c'est difficile
d'importer d'autres cultures, notamment toutes les cultures américaines, terre, maïs, tomates, pommes de terre, ou d'autres cultures tropicales comme le soja. C'est pas du tout adapté. Alors jusqu'au XXe siècle, les gens ont fait beaucoup d'élevage ici, notamment de brebis, puisqu'on on est là, dans la zone AOC du fromage de Rocamadour. Ils ont fait aussi un peu de vin, et on est dans la zone AOC du vin de Cahors. Mais ce sont deux modes d'exploitation qui usent beaucoup les sols. Autant les brebis qui mangent tout, autant que la vigne qui épuise rapidement les sols, parce qu'elle n'amène aucune matière organique en fait, alors qu'elle a des gros rendements. Donc du coup, ça n'a pas arrangé, les dernières décennies d'agriculture ici n'ont pas arrangé les sols. Et on se retrouve avec des terrains plutôt fatigués, qui demandent à ce qu'on revienne à des pratiques plus naturelles, plus harmonieuses, je dirais plus logiques. Alors ici, on a fait un petit peu le tour ensemble de ce qui pousse. Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon de ce qu'on peut trouver comme végétation typique du COS? Alors on est dans la série botanique du chêne pédonculé, Quercus pubescens, avec son cortège, qui est l'érable de Montpellier, le buis, l'alisier terminal, le bois de Sainte-Lucie, et puis le genévrier. Au-dessous, on trouve quelques plantes, notamment le brachypode des bois, quelques fétuques, des fétuques bleues, quelques légumineuses comme le lotier corniculé, la sporalée bitumineuse. Et au final, on a une végétation qui est très odorante, beaucoup d'origan, de menthe. Donc une végétation qui est odorante et plutôt épineuse, avec des prunelliers, les aubépines, etc. Voilà, donc c'est pas une végétation facile pour la promenade ou le camping, mais qui est très intéressante pour la cueillette. Et donc à partir de ça, quelles vont être les stratégies que tu vas développer ici pour faire en sorte d'avoir quand même une production? Alors moi j'ai choisi ce terroir. J'ai toujours cherché à travailler sur des terrains calcaires, parce que ce sont des roches d'origine marine qui sont obtenues par sédimentation et qui sont formées de tests, c'est-à-dire de coquilles, soit de mollusques, soit de foraminifères. Et ces roches sont riches naturellement en minéraux, notamment en phosphore, en potasse, évidemment en calcium, mais aussi en magnésium et tous les oligo-éléments nécessaires à la vie puisqu'elles sont d'origine biologique. Donc sur ce terrain, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre d'engrais, sauf les engrais azotés. C'est aussi des terrains qui sont légers, très drainants et qui sont très faciles à travailler grâce à ça. C'est pas une terre collante, c'est pas une terre lourde. Voilà, donc je cherchais ce genre de terrain pour pratiquer une agriculture naturelle, c'est-à-dire sans engrais. Maintenant, il y a le problème de l'azote, il faut amener de l'azote. Donc ma logique, c'est d'introduire un maximum de plantes légumineuses, ce qui peut amener de 30 à 100 kg d'azote par hectare et par an, et ce qui suffit à la plupart des cultures. En fait, les cultures qui sont exigeantes en azote sont des cultures qui ont été sélectionnées pour ça, parce qu'elles répondent beaucoup à l'apport d'azote. Elles ont été sélectionnées au XXe siècle. Toutes les cultures antérieures, les variétés antérieures, répondent mal à l'azote. Je prends un exemple, on prend du blé dur ou de l'engrais, on y met de l'azote dessus, au mieux il ne se passe rien, au pire il crève, quoi. Alors que si on fait ça avec un blé moderne ou un maïs, dès qu'on met de l'azote, il double son rendement. Donc si on évite soigneusement des plantes de ce type, qui consomment beaucoup d'azote et aussi beaucoup d'eau, parce que les deux vont ensemble, on a une palette de cultures qui est très très large. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est sur cette base de légumineuses à adapter, c'est introduire d'autres plantes
Alors sur les plantes légumineuses que je souhaite cultiver, la plupart sont déjà présentes. C'est notamment le lotier, les luzernes, des petites luzernes jaunes annuelles, comme la luzerne lupuline, la luzerne rampante. Et puis on peut en introduire d'autres, comme le sainfoin, qui est une plante qui a été longtemps cultivée ici, qui est une annuelle. Et là-dedans, ah oui, j'ai oublié la gesse et la vesse, qui sont traditionnelles et importantes, qui poussent. Alors la gesse ici, naturellement, c'est le bois de senteur. Il y en a énormément dans les parcelles. Et là-dedans, en métail, introduire des petites céréales, comme le millet, comme l'orge, l'avoine, et même le seigle qui bizarrement arrive à fonctionner sur ce genre de terrain. Alors ça, c'est pour les grandes cultures. En petite culture, moi je m'oriente plutôt vers les aromatiques, et notamment les aromatiques déjà disponibles, c'est-à-dire l'origan, les menthes, le thym, le serpolet, etc. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, on peut faire fonctionner une exploitation, payer ses cotisations à la MSA, parce que c'est quand même pas un détail. Bon, à un moment, il faut que ça rentre, le comptable. Et je pense qu'avec ce genre de culture, c'est faisable. C'est aussi des cultures qui sont importantes, qui sont intéressantes, parce que j'ai pas besoin d'emprunter pour les mettre en place. C'est-à-dire que j'ai pas de semences chères. Le lotier, ça vaut 5 € le kilo. Avec 1 kilo, on peut cultiver au moins 2-3 hectares. C'est des semences qui sont pas chères. Beaucoup de plantes que j'ai déjà disponibles sur le terrain. Donc là, je cherche à avoir un investissement minimal, sachant que l'agriculture, c'est une activité qui est capitalistique. Il faut un gros capital de départ pour démarrer. Et je cherche à atténuer ça. Donc je prends du matériel d'occasion pour qu'il n'y ait pas d'amortissement, qu'il ne soit pas trop cher à l'achat. Et puis je fais le plus possible avec des semences locales ou des semences de conservation que j'obtiens qu'on me donne ou que j'obtiens par échange, etc. En essayant d'éviter les semences du commerce qui sont où on paye les royalties plein pot, quoi. Puis en plus ça ne m'intéresse pas. Alors pour donner une cohérence à tout ça, on a adopté une thématique, c'est-à-dire qu'on choisit une culture à partir du moment où elle est médiévale, où elle a été attestée par les historiens comme étant une culture médiévale. Voilà, ça nous permet d'avoir une cohérence et de ne pas partir dans tous les sens. Ça fait ses preuves en quelque sorte. Alors d'une part, c'est la garantie que ça a fait ses preuves, et puis il y a un côté, comment dirais-je, on a recherché une pertinence parce que dans le département, il y a beaucoup d'activités liées au médiéval, que ce soit des visites de châteaux ou des fêtes médiévales, des marchés d'artisanat médiéval, notamment à Gourdon, mais aussi à Cahors, où l'emblème de Cahors, c'est le pont à l'entrée qui est médiéval. Et il y a de plus en plus de gens qui cherchent à cuisiner médiéval. Et donc on essaye pas de s'aligner, mais de s'inscrire dans cette démarche. Voilà.